bonsoir à toutes. J'étais vraiment très touchée de moi, la passionnée, de voir autant d'intérêt pour cette soirée. J'ai dû refuser des personnes qui souhaitaient venir, donc on essaiera d'en faire d'autres. On pourra, si le thème plaît bien, voilà, on en fera d'autres, peut-être sur Marseille ou ailleurs. Alors oui, c'est un éclairage, hein. C'est vraiment, les neurosciences, c'est tellement immense, immense, immense. C'est une petite fenêtre qu'on ouvre, simplement pour dire que nous avons un potentiel extraordinaire, nous avons un pouvoir personnel extraordinaire, et que bien souvent, on ne se sert pas de tout, parce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas comment utiliser ce potentiel. Ou bien il nous arrive d'avoir de grands potentiels, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de réaliser quelque chose, d'atteindre un objectif, d'atteindre une certaine performance, etc. Et on n'y arrive pas et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et bien le fait de pouvoir découvrir un peu ce qui se passe là-dessous, je dis là-dessous, mais des neurones, on en a partout dans le corps. En tout cas, le fonctionnement du cerveau, ça peut nous aider beaucoup à débloquer aussi des situations, à comprendre pourquoi on bloque, et puis à aller jusqu'au bout de nos rêves. Je pense qu'on est là sur cette terre pour être le plus heureux possible. Et c'est dommage que par ignorance de certaines choses, en tout cas c'est mon point de vue, on ne sache pas. Je crois que j'étais... ce qui m'a fait... arrivé là, ça a été un jour dans ma petite enfance. Mes parents vivaient en Afrique, mon père travaillait pour le Trésor public en Afrique où je suis née. Et un matin, je sais pas, je devais avoir 8, 9, 10 ans, j'arrive plus très bien à savoir, et il s'habillait pour aller travailler, il mettait sa cravate, et j'ouvrais la bouche pour lui dire tu es beau mon papa, parce qu'il était très beau en plus. Et là, il m'a coupé, avant que je puisse dire ça, il m'a dit je mets ma corde au cou. Ça a été... Et mon père a été toute sa vie malheureux au travail. Toute sa vie malheureux au travail. Il était malheureux d'y aller, il était malheureux de ce qu'il y vivait. Il avait plein d'idées pour améliorer les choses, mais on lui disait bon bah écoutez, vous les gardez. Mais vraiment il allait, oui, effectivement, comme une bête à l'abattoir, travailler. Et je pense que, alors je le remercie le pauvre, mais parce que je crois que c'est ça qui, toute ma vie, m'a fait grandir avec cette idée d'apporter du bien-être, d'expliquer aux gens comment ils peuvent être plus heureux très facilement, simplement en utilisant leur potentiel. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. J'ai vraiment une grande passion, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre des choses un petit peu complexes. Moi qui ne suis pas du tout scientifique, j'étais nulle et crasse en maths, en sciences nat, tout ça. Et ben voilà, on y arrive quand même. Et d'apprendre des choses qui sont un peu complexes pour pouvoir les rendre en fait accessibles au plus grand nombre. Donc, je suis ravie de faire des conférences, des formations. Je suis coach aussi, mais neuro-coach. J'utilise justement ce que j'ai pu apprendre des fonctionnements du cerveau, de nos pensées, de nos émotions, pour accompagner une personne à atteindre l'objectif qu'elle souhaite, que ce soit perdre du poids, que ce soit arriver à changer de travail, aller au spa, que ce soit... Enfin, voilà, on a multiples raisons de ne pas être satisfait dans la vie. Et là, on est vraiment... il y a beaucoup de coachs ici, sûrement, où vous en avez rencontré. On est comme le coach sportif. On prend une personne avec son potentiel et simplement on l'amène plus haut, là où voilà, ce qui l'a fait rêver. Mais en utilisant ces outils-là. Je suis aussi hypnothérapeute, maître praticien en hypnose, je suis formatrice aussi en hypnose dans les hôpitaux. Je forme du personnel soignant, donc aide-soignante, infirmière, le mot pas très joli, mais toutes les manipulatrices radio là, qui font les IRM, etc. Toutes les personnes qui sont en contact avec les patients, les malades. Et de quoi on parle là? De stress et de douleur essentiellement. Et voilà, une des premières choses que je peux apprendre et qui éclaire beaucoup ce personnel-là, des connaissances du cerveau, c'est que stress et douleur, ça passe par le même endroit du cerveau, l'hypophyse, et que donc le stress augmente les douleurs,
Et une douleur, si elle est soudaine et réduite dans le temps, elle va créer un très grand stress. En revanche, si elle devient chronique, elle peut créer de la dépression. Mais en tout cas, pour soulager une personne, ben déjà, on va faire en sorte qu'elle déstresse et qu'elle soit mieux. Voilà le genre de petites informations qui sont très très utiles à savoir, même pour nous, pour aller mieux, parce que c'est pas si compliqué que ça que d'aller mieux. Voilà, alors j'ai proposé donc ce sujet-là, c'est vraiment une ouverture, après ça peut se développer. On m'a demandé là plusieurs fois ce soir déjà qu'est-ce qu'il y avait derrière. Oui, quelquefois on nous demande de développer un point particulier, quelquefois on va nous demander de former plutôt les dirigeants d'une entreprise et DRH aussi, ou les cadres à certaines choses, certaines connaissances. Et puis quelquefois, souvent même on fait du coaching. Je suis venue avec ma délicieuse amie Mélissa Demandre, qui a la gentillesse de venir m'aider aussi et qui est ma collaboratrice. On a beaucoup de projets ensemble pour travailler dans le monde de l'entreprise. Mélissa Demandre est plutôt dans l'audit, l'expert comptabilité, etc. L'audit surtout. Ouais. Donc on est très complémentaires. Moi je ne suis pas chiffre du tout. Voilà. Pourquoi intelligence motivationnelle? Motivationnelle, en fait, motivation, ça vient de moteur. Voilà. Quels sont nos moteurs et quelle est l'intelligence de ces moteurs? Et puis j'ai voulu parler de cette fameuse chimie du cerveau parce que on va voir que parmi les neuroscientifiques, il y en a qui sont spécialisés dans la chimie du cerveau, que sont les neurobiologistes. Et c'est très très intéressant de savoir, d'ouvrir des choses là-dessus. On nous parle toute la journée de perturbateurs endocriniens, de plus en plus, parce que ça fait des dégâts, et sur la santé, sur le moral, et sur la dépression, etc., les prises de poids et tout. Mais personne ne nous explique derrière pourquoi, quel est le fonctionnement, et surtout comment on peut se défendre contre ces perturbateurs endocriniens et retrouver de l'aisance, du punch, de l'énergie, de la santé, etc. D'accord ? Et c'est un vrai poison qui vient empoisonner tout le monde, et dans notre vie privée, dans le travail. J'écris en ce moment, je commence à écrire un livre sur le burn-out, et il va être fortement question de toutes ces choses-là. Voilà. Et puis j'ai mis une petite phrase de Nelson Mandela que j'adore, parce que je trouve que c'est toujours important d'apprendre. Après, on se sert de ce qu'on peut, de ce qu'on veut, mais c'est important d'apprendre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quel peut être l'apport des neurosciences dans le management? Eh bien, justement, pour donner de l'énergie positive, parce qu'on voit bien qu'il y a des énergies qui sont pas mal dans les chaussettes, dans beaucoup de structures. Surtout de la réactivité et de l'adaptation dans un monde qui bouge, qui va très très vite. Et on voit bien les drames, même quand il y a des licenciements, mais on peut faire une différence entre les personnes qui vont s'adapter immédiatement à la situation, peut-être se dire « Waouh, c'est une bonne occasion pour moi de faire ceci, cela », et des personnes qui ne sont absolument pas prêtes à s'adapter, qui ne savent pas s'adapter, c'est gros problème. Le stress, on parle beaucoup de stress dans l'entreprise, il est lié à ça, à la difficulté de la plupart des gens à s'adapter à une nouvelle situation. Ils restent on va en parler tout à l'heure de ce qu'on appelle leur connu maîtrisé, mais alors dès qu'on sort de ça, dès qu'il y a une situation qu'ils n'ont pas prévue, c'est la panique. Et derrière, il y a beaucoup de dégâts, de stress, de dépression, d'absentéisme, etc., par manque de capacité à s'adapter. Mais des entreprises aussi, celles qui, quelquefois sont en perdition, beaucoup c'est parce qu'elles n'ont pas été assez réactives et n'ont pas su s'adapter à temps. Nous connaissons toutes les deux un des fondateurs de l'Institut de neurocognitivisme qui est à Lyon, ils sont un peu partout maintenant, Lyon, Bruxelles, Paris, le Maroc, etc. Il s'appelle Pierre Morquin, qui est un vous le connaissez? On va à un atelier demain. Oui, ah ben voilà, très bien, vous allez vous régaler. Oui, Pierre Morquin vous racontera peut-être, donc c'est un Belge qui est d'une famille
de chef d'entreprise. Ses parents, enfin sa famille détient, je crois, 250 entreprises en Belgique, dont des très très grosses. Lui-même en a eu de plusieurs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Renault qui avait été fermé brutalement. Tout d'un coup, un matin, les employés sont arrivés, tout était fermé, pas de préavis, rien. Enfin, c'était un drame, ça avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années en arrière. Et on a cherché des repreneurs parce que la boîte, elle était en faillite complète. C'est Pierre, Pierre Morquins, qui l'a reprise. En quelques mois, il a créé plusieurs centaines d'emplois. Voilà. Mais il vous expliquera comment. Mais c'est assez fabuleux. Voilà. Donc, charisme et aisance, c'est important. C'est important pour nos entreprises d'être à l'aise dans les confrontations, dans les échanges, etc. Dans nos cabinets, on voit tant de personnes qui ont des problèmes pour parler en public, etc., etc. Créativité, bien évidemment, c'est pas je sais faire des choses de mes 10 doigts, c'est pas seulement ça, c'est être créatif. Donc, créatif de sa vie, avoir des idées, être visionnaire, avancer, novateur, etc. Donc, en clair, c'est apporter de la performance. Voilà, merci. Alors, j'ai mis une petite photo de notre cher Einstein, d'abord parce qu'il a des citations extraordinaires, dont une qui me plaît beaucoup. Un jour, un journaliste lui avait demandé de lui expliquer ce que c'était que la folie. Il s'attendait à une explication neuroscientifique de cette perte de sens. Et il a répondu avec son œil goguenard, la folie, vous voulez savoir ce que c'est, jeune homme? La folie, c'est vouloir que les choses changent alors qu'on ne change rien à sa vie. Et voilà, donc, voilà, c'était un petit clin d'œil pour lui parce que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'explique beaucoup aux personnes qui voudraient que tout change dans leur vie, mais qui veulent vraiment rien changer, quoi. Donc, voilà. Alors du coup, j'ai proposé une nouvelle équation que j'ai apprise à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris, où j'ai fait une grande partie de mes formations. La performance égale le potentiel moins les interférences. Et ça touche aussi bien l'individu, mais le couple, la famille, l'entreprise. Voilà. La performance, qu'est-ce que c'est? Ça peut être l'objectif, c'est la même chose. Souvent, je dis la performance de mon petit monsieur timide, il l'aura atteinte quand il pourra parler à cette jolie jeune femme qui lui plaît depuis 1, 2, 3, 4 ans, mais qui pourra aller lui parler sans bégayer, sans trembler, sans rougir, etc., sans transpirer. D'accord? Il aura atteint son objectif et tout à la fois une performance pour lui. Donc, on dit que la performance égale le potentiel moins les interférences. Alors, on va peut-être commencer par le potentiel. Voilà, le potentiel, c'est ça. On a tout ici, absolument tout. Mais ce qui nous manque, c'est de savoir ce qu'il y a dedans et savoir l'utiliser. Alors, bien évidemment, s'il y avait des médecins ou neuroscientifiques ici, ils diraient « Mais non, mais tout ça, c'est pas vrai du tout. Tout ça n'est pas séparé clairement comme ça. C'est une évidence. C'est une hypothèse d'école qui va faciliter les choses et la compréhension, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes faits d'une partie de conscient et une partie de non-conscient ou d'inconscient. Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, un jour, un journaliste lui avait demandé d'expliquer aussi ce que c'était que l'inconscient. Il pensait que Milton Erickson partirait dans des grandes explications fumeuses. Et lui, en bon fils d'agriculteur, bien terrien, pragmatique et très très simple et très humble, lui a répondu « Monsieur, c'est simple, tout ce qui n'est pas conscient est inconscient. » Vous avez votre explication. Alors, on a l'usage de dire, une fois de plus, c'est une hypothèse d'école, que notre hémisphère gauche, alors ça on appelle ça le corps calleux, ça n'est pas une cloison, en aucun cas, c'est plutôt un conducteur extraordinaire pour faire passer les informations d'un côté à l'autre, d'accord? Mais on a tendance à dire que notre conscient, notre hémisphère gauche serait le siège de ce que nous vivons consciemment, d'accord? Et du coup, c'est lui qui va gérer tout ça, contrôle, analyse, logique, on pourrait marquer organisation, les chiffres, le langage, etc. L'extérieur, voilà un gros morceau. L'extérieur, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, ce sont les autres, avec un grand A, ça commence par nos parents, frères, sœurs, l'école, etc., etc. Puis ensuite, ben voilà, la vie, tout ce qu'on rencontre dans la vie. Vous êtes à l'extérieur de moi, je suis à l'extérieur de vous. C'est l'extérieur et c'est les événements, les situations dans lesquelles
on se trouve, auquel on est confronté, ou auquel on assiste, etc. C'est tout ça. C'est notre hémisphère gauche qui nous donne, donc toutes les informations nous arrivent d'abord par là, dans notre cerveau. Et puis c'est le poids de l'éducation judéo-chrétienne, donc derrière ça peut produire culpabilité, sens du devoir à l'excès, etc. Les croyances et aussi notre hémisphère gauche nous donne la notion du temps, il nous situe dans le temps. Donc les personnes dont on dit qu'elles sont plutôt hémisphère gauche sont des personnes qui courent tout le temps après le temps, j'ai pas le temps, elles ont ce mot-là tout le temps, c'est le cas de le dire. Voilà. Tout ce qu'elles font, elles le situent par rapport au passé, par rapport au futur. Donc, chérie, t'as vu l'heure, vite, il faut qu'on aille au supermarché, parce que souviens-toi, l'heure déjà, le temps, parce que souviens-toi la semaine dernière, hop, référence au passé, on est arrivé trop tard, et là vraiment demain on a un repas, il faut qu'on ait tout ce qu'il faut, hop, référence au futur. Une personne qui est très hémisphère gauche, elle est tout le temps là-dedans. Une personne qui est plutôt hémisphère droit, alors elle arrive au supermarché. Quand elle y arrive, et elle va se réjouir de ce qu'elle y trouve pour inventer quelque chose. Donc on voit bien déjà des personnalités très très différentes. Hémisphère droit, donc siège du non-conscient ou de l'inconscient. Donc là, cet hémisphère va nous apporter l'imaginaire, notre capacité à imaginer, à rêver. Notre capacité à imaginer, c'est le plus grand trésor que nous ayons à notre disposition, que nous utilisons beaucoup en neurocoaching ou en hypnose, etc. Pourquoi ? Parce que depuis déjà Milton Erickson, il avait réussi à faire prouver par les neuroscientifiques de l'époque que notre cerveau est incapable de faire la différence entre imaginaire et réalité. Donc, si on tire une personne, si on la fait rêver, on la fait travailler, on lui fait vivre ce qu'elle rêve d'atteindre, ça va créer, on parlait tout à l'heure de motivation et de moteur, ça va créer des moteurs à l'intérieur d'elle. Et le cerveau, pour lui, c'est la même chose. Donc, il va l'aider à y aller. Nos états de rêverie pour souffler. Notre créativité, une fois de plus, ça n'est pas seulement je sais faire des choses de mes 10 doigts, c'est je suis créative de ma vie, créative de mon métier, de mon entreprise, etc. ou pour mon entreprise. Ma liberté d'être. Donc, pour mon hémisphère droit, je suis qui je suis. C'est-à-dire, je suis à l'instant T. Je ne suis pas seulement le résultat d'une histoire, d'une éducation ou d'événements qui me sont arrivés. C'est pour ça que je peux toujours me recréer. L'intuition, sagesse intérieure, et là ici on est hors temps et hors espace. Donc on a usage de dire que l'hémisphère gauche gère tout ce que nous avons reçu, appris. C'est ce que à l'Institut de neurocognitivisme vous apprendrez ça. Quand est-ce que vous y allez ? Demain matin. Demain matin, le connu maîtrisé, d'accord ? Et hémisphère droit qui contient lui tous nos potentiels, donc c'est tout ce qui est en devenir, en possible, etc. et qui sont tous les outils, comme l'imaginaire aussi, notre créativité, tous les outils du changement. Il n'y a que notre hémisphère droit qui peut faire changer une personne. Et ça, on appelle ça, l'Institut de neurocognitivisme, on appelle ça l'inconnu non maîtrisé. Et il vous expliquera, bon je ne vais pas empiéter sur ça, voilà, que quand on stresse, c'est parce que justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, une personne, tant qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, qu'elle est habituée, etc., elle est dans une zone de confort. Et les personnes qui n'ont pas appris ou qui ne font pas l'effort d'oser ou qu'on n'a pas formé à se faire le saut élastique finalement, eh bien, c'est-à-dire à aller dans la zone inconnue non maîtrisée, ce qu'elles ne savent pas, ce qu'elles ne connaissent pas, elles vont bloquer, stresser, voilà. Et là, bon, tout bloque. Donc derrière, on peut avoir des dépressions. Pour la personne, tout est bloqué, tout est fini. D'accord. Ou des burn-out. Donc du coup, ici, ça va plutôt créer poids des expériences passées, peur du jugement des autres avec l'éducation judéo-chrétienne et le poids de l'extérieur, peur de l'échec, les angoisses, la dépression, le burn-out, stress, fatigue, enfin vous savez lire. Les allergies aussi, les addictions, les problèmes de sommeil aussi, les problèmes de santé. Ces attributs-là vont plutôt nous apporter force, sérénité, aisance, insouciance, capacité à rebondir, capacité à trouver des solutions, de la vision, de l'invention, etc., etc. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant quand on est dans l'entreprise, c'est de savoir ça, parce que du coup, on va pouvoir repérer les potentiels des uns et des autres et comprendre pourquoi une personne
a du mal à oser, à se dépasser, etc., et peut-être pouvoir mieux l'aider. Voilà, ça sert à ça. Merci. Donc ça, c'est notre potentiel. C'est ça, on a tout. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre les performances que nous voulons atteindre, nos objectifs, etc. C'est la méconnaissance généralement de l'ergonomie du cerveau, notre potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, si on savait mieux à quoi il sert, on s'en servirait mieux et on pourrait dépasser beaucoup plus de choses, beaucoup plus de peur, de stress, etc. Vous avez récemment Idriss Aberkan qui écrit Libérez votre cerveau. Alors, comme disait Pierre Morquins, c'est très intéressant, mais en même temps, il fait un constat, mais il n'apporte pas trop de solutions dans son livre. Hein, voilà. Mais lui, il aimerait beaucoup qu'on apprenne dès la petite enfance, dès l'école, aux enfants, qu'est-ce que je peux faire avec mon hémisphère gauche, qu'est-ce que je peux faire avec mon hémisphère droit, qu'est-ce que je fais si je me fabrique un cocktail de peur, d'angoisse, de stress, etc. Ben, je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais si je peux me créer un cocktail de joie, d'impatience, d'enthousiasme, etc. Beaucoup de choses. Donc voilà, il y a une méconnaissance vraiment, malheureusement, trop générale. Donc, il y a aussi une méconnaissance de la chimie du cerveau, donc ça, on va en parler tout à l'heure de la chimie du cerveau. Et puis, il y a, qu'est-ce qui nous empêche aussi d'atteindre nos objectifs, les interférences. Vous vous souvenez de l'équation, la performance que je veux atteindre ou l'objectif que je veux atteindre égale mon potentiel, ça, moins les interférences. Ça va être notamment les peurs. Ben oui. Les peurs de ne pas y arriver, les peurs de me tromper, les peurs de l'échec. Il y a des gens qui ont des peurs de réussir. J'ai une cliente en ce moment avec qui on doit travailler là-dessus parce que elle est grosse bosseuse, gros intellect, etc. Et puis une fois, elle est allée au bout de ses projets, elle travaille comme une folle, et puis finalement elle a fait un burn-out. Et donc aujourd'hui, elle reprend tout, elle a réappris à vivre, etc. Et elle se lance sur un projet, et en fait elle est venue me voir parce qu'elle me dit j'ai peur de réussir parce que je me dis que pour réussir, je travaille beaucoup, et du coup j'ai peur de refaire un burn-out. Et oui, d'accord. Donc, les peurs, toutes les peurs, y compris de réussir. Peut-être que je vous... Non, un petit peu. Voilà. Les croyances limitantes, alors ça, on en a beaucoup. C'est assez proche des peurs. La croyance que je ne vais pas y arriver, la croyance que je ne le mérite pas, la croyance que je ne suis pas assez calée pour le faire, que je ne suis pas scientifique, que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela. D'accord ? Le sentiment d'imposture. Oui, bien sûr, le fameux syndrome de l'imposteur. Ça, il y a des échos dans la salle, je ne sais pas pourquoi. Alors, la culture du négatif. Alors, s'il y a un pays où on est négatif. Combien de fois, quand je reçois quelqu'un dans mon cabinet, que je lui demande en quoi puis-je vous aider, alors je vais avoir je ne veux plus fumer, ou je ne veux plus avoir de problème de sommeil, je ne veux plus être dépressif, je ne veux plus avoir de stress, mais je ne vous ai pas demandé ce que vous ne voulez pas. Voilà, que voulez-vous? Donc si vous parlez tout le temps de ce que vous ne voulez pas, votre cerveau est occupé à ça. Donc, parlez de ce dont vous voulez, donnez des objectifs, des désirs, des mots, etc. Et votre cerveau il va tricoter sur ça. Donc ça, c'est déjà une des raisons qui empêche une personne d'atteindre son objectif. Parce qu'elle est négative par rapport à ça. J'avais entendu un monsieur qui est une sorte de business angel à un niveau international, qui disait, un journaliste interviewait et lui demandait pourquoi à notre connaissance, vous n'avez jamais aidé une entreprise française. Jamais. Il a dit oui, c'est la vérité, je ne veux pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elles sont négatives. Ou alors ils sont minimalistes et ils me disent oui, alors j'ai une petite entreprise. Mais pourquoi petite? Donc voilà, hein, c'est ces choses-là. Mais le négatif, c'est terrible. Surtout que, voilà une chose à savoir, notre cerveau ne comprend pas le négatif. Si je vous dis ne pensez pas à l'éléphant rose à pois vert.
passé dans votre tête. Ne pensez pas à votre épaule gauche, mais alors surtout pas. Hein. Surtout pas l'épaule gauche. Vous y avez pensé. Donc, quand on se dit « je ne veux plus me ronger les ongles », le cerveau comprend, il a enlevé le nœud et le plus, « je veux me ronger les ongles ». Voilà. Je ne veux plus avoir de problème, je veux avoir des problèmes, comprend le cerveau. Tout est comme ça. Donc, on a une culture du négatif qui est souvent à l'origine de notre difficulté à aller jusqu'au bout de nos objectifs ou de faire dépasser un projet, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on parle en négatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, etc. etc. Ensuite, le poids de l'extérieur aussi fait partie des interférences. Et là, on a vu, c'était l'hémisphère gauche là, qui est un peu responsable de ça. Donc, le regard des autres, le jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont me dire, est-ce qu'ils ne vont pas penser que je suis trop ceci, que je ne suis pas assez cela, etc. etc. Et donc ça c'est le poids des autres, et puis le poids des événements. Les gens souvent qui ont eu justement, qui ont connu certains événements, ne savent pas, ne parviennent plus à revivre d'autres choses parce que c'est toujours ancré dans leur cerveau. Pourquoi ? Parce que ce sont, quand il y a eu un événement traumatisant, affligeant, etc., ça crée des émotions négatives. Et ce sont les émotions qui ancrent les choses dans notre cerveau. Moi, je me souviens je prends toujours cet exemple des tours jumelles, 11 septembre 2001, je vis à l'île de la Réunion à l'époque, j'ouvre la télé, quand je vois les photos, les images, mais c'était d'un choc. Aujourd'hui, on voit tellement d'horreurs depuis quelques années que notre niveau d'acceptation de tout ça, il s'est un peu élevé, on accepte un peu plus de choses, tout doucement, on est moins choqué, ça nous atteint un tout petit peu moins, mais à l'époque, c'était effrayant, effrayant ce qui se passait. Moi, j'étais allée à La Réunion, j'avais mes parents, enfin une grande partie de ma famille en France, sur la région parisienne, je me disais, mais ils vont peut-être balancer des avions sur Paris aussi, pourquoi pas, etc. Eh bien, je me souviens tout de ce moment-là, de tout, de la forme du poste de télévision, de mon canapé qui était là, mon ordinateur portable, à l'époque j'en avais un, qui était ouvert, de mon ordinateur fixe bureau avec la grosse colonne, mon vieux truc qui était là derrière moi, que je portais une petite robe à bretelles fines noires, que j'étais pieds nus, que la porte était ouverte, qu'il y a une branche de flamboyant qui passait, je me souviens de tout. Mais si on me demande et qu'on vous demande ce qui s'est passé le 11 septembre 2017, il y a quelques semaines, on n'en sait rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'émotion ce jour-là. Voilà une des choses à savoir. Donc c'est pour ça que tant qu'on n'a pas traité cette chose-là, la personne, elle a soulagé, a dégagé, décollé cette émotion d'un événement traumatisant, la personne va avoir peur de retourner à des choses, de peur de revivre ça. C'est ancré dans la mémoire. Mais on peut retourner les choses, justement. Puisqu'on sait que ce sont les émotions qui ancrent les choses, quand on met dans l'entreprise un projet, un défi, quelque chose à atteindre dans l'entreprise, si on met pas si ce ne sont que des chiffres, des programmes, des programmations, ça va être dur de tirer tout le monde. Mais si on y met des émotions, voilà, qu'on fait vivre quelque chose aux équipes, au personnel, eh ben, ça va avancer. Ça va avancer. Je repense, j'avais raconté à Marie, je crois, l'histoire d'une chef d'entreprise qui était venue me voir parce que souvent il y a des personnes qui viennent, des chefs d'entreprise qui viennent pour apprendre et puis après elles vont pouvoir, plutôt qu'on rentre dans l'entreprise, quelquefois on se trouve dans ces situations-là. Plutôt qu'on rentre dans l'entreprise, elles viennent apprendre elles, se former elles à tout ça pour pouvoir après communiquer. Et cette personne, mais vraiment une femme extraordinaire avec une histoire, son enfant c'était Zola, et vraiment elle a un mérite d'être là où elle est, de faire ce qu'elle a fait toute seule. Elle est dans un domaine hyper masculin, etc. Et elle mène vraiment très très bien sa barque. Et on parlait, on faisait nos séances, et puis elle me disait, oui, tu comprends le problème, oui, mais alors j'ai un problème là, le problème, et ce mot-là tout le temps dans la conversation. Alors à un moment je dis, stop, là il faut régler ça parce que ça va pas là. Moi j'avance pas, je sais pas si t'avances, moi j'avance plus là. Et elle me dit, mais comment veux-tu que je dise ça autrement ? Ben, je lui dis,
Et pourquoi ça ne serait pas une occasion d'apprendre à faire mieux? Ah, elle me dit, ah oui, c'est rigolo. Alors, dès qu'elle nous a vu, tu comprends, oui, donc tu comprends, il y a une occasion d'apprendre à faire mieux, etc., etc. C'est devenu un jeu. Et puis, elle a arrêté de dire problème. Et elle m'a raconté, elle m'a appelé 2-3 mois après la fin de notre coaching pour me dire, il faut que je te dise quelque chose. Un matin, j'ai réuni tout le monde, là, mes 50 employés dans la cour, et je me disais, qu'est-ce qui va nous arriver? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre le mot problème dans l'entreprise. Je ne veux plus. Terminé. Vous allez le remplacer par occasion d'apprendre à faire mieux. Hein, dit ma secrétaire, madame, nous avons un problème avec un quoi avec le fournisseur? Non, une occasion d'apprendre à faire mieux. C'est devenu un jeu qui a, comme de la poudre, qui a envahi tous les bureaux. C'était un jeu entre les personnes. Et elle m'a dit, je suis venue le dire, on a fait 12% de chiffre d'affaires en plus. Ça a créé quelque chose. Voilà, donc vous voyez, rien que des mots peuvent changer quelque chose dans notre quotidien ou dans l'entreprise. Voilà. Mais parce que l'importance, voilà, c'est connaître toute l'importance et le poids de ces mots. Merci. Donc, alors, je vais juste revenir, à mon équation. Voilà, merci. Bien évidemment, si je travaille à éradiquer les peurs, le stress, les interférences, les croyances limitantes, etc., bien évidemment, mon équation devient ma performance ou mon objectif égale mon potentiel. Ça veut dire je peux tout. Voilà. Donc le gros travail, c'est ça. D'accord? Mais on va voir aussi, bon là je n'ai pas le temps de développer ça, mais si on ne travaille que sur le négatif, se battre contre le négatif, etc., pas forcément productif non plus. Il faut le faire un peu, faire du nettoyage, comme quand notre plante elle commence à être un peu comme ça, on coupe les branches mortes. Donc c'est intéressant de couper les branches mortes, mais donc de travailler sur ses peurs, etc., mais c'est pas suffisant. Si on ne donne pas un objectif, un défi, une performance à atteindre à la personne, qu'on ne lui fait pas vivre ça, elle n'avancera pas. Donc il faut travailler. Hein. Souvent on dit, il y a le noir, il y a la lumière. Si on faisait que se battre contre le noir, de toute façon il reste du noir. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met de la lumière. Voilà. Donc on doit toujours apporter de la lumière, apporter de l'éclairage, apporter de l'envie, apporter du désir, apporter des objectifs et faire vivre la personne au travers de ses émotions. Et une fois de plus, je parle de nous individus, mais aussi dans l'entreprise, il faut travailler sur les émotions, d'accord? Parce que c'est ça qui ancre les choses et qui les tire, qui leur donne énormément de force. L'émotion, c'est moteur encore. Voilà. Donc on a une certaine tendance en France aussi à parler que émotions négatives, etc. Voilà, il faut qu'on traite ça, etc. Non, il faut utiliser les émotions, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi. Ça, c'est intéressant. Ça fait bouger les choses. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que dans les interférences, il y avait aussi la méconnaissance de la chimie du cerveau. Alors là, c'est tout un pan que personnellement je trouve passionnant, qui m'a éclairé, qui a apporté au coaching vraiment des choses, un grand ballon d'air. C'est l'apport des neurobiologistes, c'est-à-dire des biologistes, des spécialistes de la chimie du cerveau. Les biologistes nous disent tous nos problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes de stress, de sommeil, d'addiction, de compulsion, de manque de charisme, de peur de parler en public, de maladie aussi, donc de santé, de problèmes de mémoire ou de capacité de concentration, c'est en fait tout ce qui fait un être humain. Tous nos problèmes viennent de déséquilibre ou de carence de nos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, qu'on appelle aussi neuromédiateurs ou aussi neurohormones, ce sont nos hormones, d'accord? Et les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques. C'est pour ça que j'ai mis la photo d'Hermès, et que mon site internet s'appelle Le Cerveau Hermès, enfin Cerveau Hermès, c'est pas pour faire c'est parce que le mot hormone vient de Hermès. Les hormones sont des messagers chimiques et Hermès était le messager des dieux, qui faisait passer les informations d'un dieu à un autre. Il était également le dieu des routes et des carrefours.
Les routes sont nos chemins de vie, les carrefours, c'est nos choix. D'accord ? Donc voilà pourquoi j'ai pris cette image-là et que je l'ai recollée ici. Alors, ces neurotransmetteurs, voilà, ce sont eux qui sont perturbés par ces fameux, quand on parle de perturbateurs endocriniens. Ils viennent, ces produits-là, chimiques ou des ondes, viennent perturber toute cette activité électrobiologique, etc., qui est à l'intérieur de nous. Et pendant de longues années, j'ai pratiqué l'hypnose, seulement l'hypnose, et j'en ai vu des limites. D'abord, il y a des personnes qui sont... Tout le monde sur le papier est hypnotisable, et on l'est toute la journée sans s'en rendre compte. Mais pour régler un problème, c'est autre chose. Mais il y a énormément de personnes pour qui c'est difficile. Il va d'abord falloir leur apprendre des séances après séances à lâcher prise d'abord, à arrêter d'être trop lente pour pouvoir utiliser l'hypnose. Quand tu utilises l'hypnose, on emmène la personne dans son hémisphère droit. D'accord ? Pas dans son conscient, forcément. Donc on est bien hémisphère droit, plutôt l'inconnu non maîtrisé. Donc une personne qui est très très contrôlante, ça va immédiatement poser un stress, on ne peut rien en faire. Donc j'avais cette première limite. La deuxième, c'est quand ça marchait, eh bien je ne comprenais pas pourquoi au bout d'un moment les choses revenaient. Et très très vite je me suis dit, mais en fait, nous travaillons en tant qu'hypnothérapeute ou coach sur le mental. Mais le mental, il est indissociable du corps. En France, c'est ça. Il y a des praticiens du mental, il y a le psy, le psychiatre, l'hypnothérapeute, le coach, le tatati tatata, et il y a des praticiens du corps. Le médecin, le chirurgien, le kiné, l'ostéopathe, le réflexologue, etc. Et les neurobiologistes disent non, c'est indissociable. Donc quand une personne a ces neurotransmetteurs, cette activité qui est perturbée, ça va jouer et sur son mental et sur son corps pour la santé. Mais quand on veut remonter le niveau de santé, de bien-être, d'aisance, d'énergie d'une personne, il faut travailler à la fois sur le corps et sur le mental. Voilà pourquoi l'hypnose toute seule, je trouvais des limites. C'était pas suffisant. Alors, ces messagers chimiques font passer les informations d'un neurone à un autre, ou d'un neurone au gland endocrine, etc. Je fais un résumé, voilà, bien sûr. Des neurones, on en a partout dans le corps. On a tendance à nous raconter qu'on n'en a que sous la boîte crânienne, c'est faux. Nous en avons 10 000 dans le foie, nous en avons 40 000 dans le cœur, nous en avons 500 millions dans les intestins, nous en avons, je crois, 1 million sur la peau, nous en avons 1 million sur la langue. Des neurones qui sont aussi performants que ceux qu'on a là. C'est toute cette activité qui marche ensemble. Et il y a des différences entre eux. Il y a les organes qui ont moins de 30 000 neurones. Le foie, par exemple, il en a 10 000. Il n'a pas une grande intelligence, entre guillemets. En revanche, le cœur a 40 000 neurones. Donc lui fait partie des organes qui ont plus de 30 000 neurones. Et les neurobiologistes sont aperçus, les neuroscientifiques, qu'il y avait une différence entre les organes qui ont moins de 30 000 neurones et les organes qui ont plus de 30 000 neurones. Ceux qui ont plus de 30 000 neurones, ils ont une intelligence autonome du cerveau. Ils peuvent prendre des décisions sans le cerveau. Mais ils peuvent avoir une influence aussi sur le cerveau. D'où la fameuse cohérence cardiaque. Hein. Je ne sais pas si certaines doivent dire. J'ai l'impression d'avoir des petites poupées. Oui, cohérence cardiaque. D'accord ? Notamment avec le docteur David O'Hare, qui a beaucoup travaillé avec David Servan-Schreiber, David O'Hare, qui se dit que finalement, puisque le cœur peut avoir un impact sur le cerveau, et donc le mental, eh bien peut-être que si on apaise le cœur par des exercices de respiration alternée, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, eh bien je vais calmer aussi toute l'activité dans le cerveau et apaiser une personne. Voilà. Et il a fait maigrir surtout beaucoup de personnes avec ça. Alors ce n'est pas seulement les exercices de respiration, c'est l'exercice de respiration plus, donc là on voit bien qu'on parle du corps, plus un travail sur la pensée positive, et là on travaille sur le mental. Okay. Donc tout ça est intéressant. Et donc tout ça est perturbé aujourd'hui par les fameux perturbateurs endocriniens, dont on nous dit qu'ils sont dans nos dentifrices, nos serviettes hygiéniques, nos shampoings, tout, déodorants, etc. Mais le micro-ondes est une catastrophe aussi, les poêles anti-adhésifs, catastrophe, le papier alu, catastrophe, le film étirable, catastrophe, etc., etc.
et toutes les ondes de l'ordinateur, du téléphone portable, etc. C'est pour ça que nous sommes en plus mauvais état que nos anciens. Mon compagnon qui est dans le bâtiment, il me dit, mais dans le temps, un ouvrier du bâtiment, il pouvait siffler 6 litres de vin par jour. C'était la forme, il était en pleine forme. Aujourd'hui, le gars, il en boit 2, il a une cirrhose du foie. Pourquoi? Parce que lui, il supporte tout ça, la pollution, tous ces perturbateurs, etc. Plus il y a plein de produits chimiques dans le vin qu'il n'y avait pas dans le temps, etc. Donc on est beaucoup plus fragilisé, etc. J'avance. Un certain Dr. Breverman s'intéresse à tout ça et découvre qu'il y a 4 neurotransmetteurs qui sont impactés dans notre bien-être, le plaisir, l'action, l'énergie, le fait d'être visionnaire, créatif, inventif, ou d'être plutôt social, quelqu'un de très social, etc., ou de très organisé, ou quelqu'un, sérotonine, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, etc. Pour lui, ce sont ces 4 neurotransmetteurs, s'ils sont perturbés, on en a presque une centaine dans le corps, hein, et on a tendance à nous faire croire qu'ils sont tous dans le cerveau, c'est faux. Notamment la dopamine et la sérotonine sont diffusées par nos intestins. 95% de la sérotonine est diffusée par nos intestins. 85% de la dopamine par nos intestins. Donc, notre santé est dans nos intestins déjà, notre mental aussi. Donc, c'est intéressant, vous allez dire, mais quel rapport avec l'entreprise? Parce que, alors c'est là qu'on nous demande souvent des formations. Parce que chacun de ces neurotransmetteurs sculpte en fait une personnalité, apporte des caractéristiques à une personne. Et donc le fait de savoir les repérer va me permettre de savoir comment fonctionne la personne. Ça va me permettre de savoir où la mettre dans l'entreprise. J'ai beaucoup de personnes qui viennent de Recopter, qui sont en souffrance. Et là, ces derniers temps, combien j'en ai qui sont en fait des créatifs, des inventifs, des visionnaires, et en fait, on les a mis à des boulots répétitifs, administratifs, de programmation de projets, etc. Et ils sont en souffrance parce qu'ils sont en négation totale de leur être. Et ils sont quoi? En burn-out. Tous. C'est ou dépression, burn-out, c'est au choix. Et oui, c'est très important quand on a surtout des bons éléments qu'on a envie de garder, de savoir à quel profil appartient cette personne pour bien, pour qu'elle soit heureuse en utilisant, lui donner les moyens d'utiliser ce profil et ses compétences particulières et pas la mettre à un poste qui est à contre-pied de sa nature. Voilà, parce que là, elle va être en souffrance et ça va être le why. Alors, la dopamine, c'est la locomotive, si on résume. Il fallait un mot pour la définir. Donc, énergie, action, objectif, anticipation, esprit vif, mène tout de front. Quelqu'un qui est blindé de dopamine, il est capable, ou elle est capable, de mener plein de choses de front. On voit bien, certaines personnes, hop, ils dirigent une entreprise, mais aussi un petit club de sport, ils aimeraient bien s'occuper d'une association, plus. On se dit, mais comment ils font? C'est des dopamines. Alors, ce sont en général des gens qui dorment peu, non pas qu'ils ont des problèmes de sommeil, c'est que le soir, ils travaillent, poum, ils tombent, ils n'ont aucun problème de sommeil pour s'endormir, parce qu'ils en ont fait tellement dans la journée, mais ils s'endorment tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils sont super contents d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Et le matin, ils ne vont pas traîner au lit, parce qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de recommencer à faire tout ce qu'ils ont à faire. Parce que la dopamine, c'est le plaisir. Le prototype de la dopamine, c'est Cendrillon. Les sœurs méchantes lui donnent plein de merde à faire, plein de travail, sont méchantes, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante, elle voit des petits papillons, des oiseaux, etc. Ça, c'est la dopamine. Une personne qui est blindée de dopamine, elle en fait, mais plus elle en fait, plus elle est contente. C'est intéressant de savoir la repérer, d'accord? Et elle n'est pas forcément que à la tête, hein. Vous avez des personnes étonnantes. Donc la dopamine, c'est dans l'intestin. La dopamine, oui, elle est diffusée en grande partie par nos intestins. Alors après, on va voir comment on l'abîme et comment on peut en produire plus, d'accord?
Mais en tout cas, dopamine, c'est égal plaisir, énergie, action. La preuve en est... Pardon, ça veut dire que dès la naissance, on a... Oui. Oui. Derrière tout ça, il y a un questionnaire a été construit. Et il y a une partie du questionnaire, la première partie, qui va identifier, les personnes quand elles vont répondre aux questions, ça va identifier ce qu'ils ont reçu à naissance, le capital génétique. Combien ils ont reçu de stock de dopamine, combien de GABA, combien de... etc. Et ça va sculpter une personne. L'histoire du sujet ne peut être dissociée de la génétique. Oui. Et l'histoire va impacter justement, c'est-à-dire que quelqu'un qui va peut-être avoir un potentiel à la naissance, si né par exemple dans des familles maltraitantes, ça va impacter de façon négative. Oui, mais un neurobiologiste vous dira qu'il s'en sortira toujours. Oui. Parce que il a, au fond de lui, même s'il vit des choses terribles, en fait, le neurobiologiste dit ce ne sont pas les autres et les événements qui créent nos difficultés. C'est parce qu'à un moment donné, nous manquons d'un certain stock de ces-là que nous avons des problèmes. Exemple, je donne beaucoup de conférences. Bon, comme vous voyez, j'aime ça, c'est pas un problème pour moi. Imaginons, je suis dans une très grande salle et puis tout d'un coup, je m'aperçois, dans mon champ visuel, je suis en train de parler et puis au troisième rang, il y a quelqu'un qui me demande parce qu'il téléphone et ça bataille autour. Si mon cerveau est rempli de GABA, le GABA, c'est notre anxiolytique naturel, l'acide gamma-aminobutyrique, notre calmant naturel, notre anti-stress naturel, c'est quasiment l'équivalent d'un cannabis qui gère tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, on me dit une vacherie, diffusion du GABA. J'assiste à un truc effrayant, diffusion du GABA. Il sert à ça, le GABA. Mais il faut en avoir. Et le GABA, d'ailleurs, par nature, c'est le sociable. Oui, il faut le garder. Non, il faut le renouveler. C'est le sociable, il se soucie des autres. Il est toujours soucieux des autres. Donc imaginons qu'il se passe ça. Je fais ma conférence, etc. Je vois qu'au troisième rang, il y a quelqu'un qui embête le monde. Si mon cerveau est rempli de GABA, parce que là c'est par les lobes temporaux le GABA, c'est uniquement ici, eh bien ça ne va absolument pas me perturber. Enfin, je peux continuer ma conférence. Mais comme, en l'occurrence, moi j'ai beaucoup de GABA et que je me soucie des autres, pas pour moi, mais pour les personnes qui sont autour, je vais intervenir, mais je vais intervenir tout en douceur. Madame, je vous en prie, mais allez terminer votre conversation, etc. Puis vous reviendrez, il y a de la... voilà, puis je reprends ma conférence comme ça. Deuxième situation. Je commence ma conférence, au bout d'un quart d'heure, j'aperçois quelqu'un qui enquiquine le monde. Mais là, c'est la deuxième situation, j'ai pas de GABA dans le cerveau. J'ai bouffé mes stocks ou j'en ai pas reçu à la naissance. Mais dès que je vois ça, dans la fraction de seconde, je vais être perturbée. C'est-à-dire, je vais commencer à chercher mes mots, je vais bafouiller, je vais perdre le fil de mes idées et je vais exploser. Parce que derrière la carence en GABA, il y a la colère, hein, attention. Il y a l'irritabilité, nervosité, colère. Là, je reviens justement à l'approche. Moi, je suis psychanalyste, oui, donc... Je sais que c'est une approche complètement différente. Eux, ce sont des essentialistes, c'est-à-dire on est avec un capital génétique qui nous programme d'une certaine façon. Oui, mais qu'on peut changer toute notre vie. D'accord. Moi, alors attention, en psychanalyse, le corps, vous avez parlé du corps, est pris en compte, puisque quand le patient vient nous consulter, il a son corps. Et ce qu'il y a de très intéressant, et d'ailleurs on peut voir que selon les mots qu'on va employer, le corps est impacté à ses réactions. Bien sûr. Et ce qu'il y a ça a été prouvé scientifiquement, que des gens justement qui ne font pas ce travail de verbalisation, là je vous rejoins, vous avez parlé de l'importance des mots, moi je travaille avec les mots. Quand il y a des traumatismes, un mal-être, des conflits psychologiques, des deuils non résolus, s'ils ne sont pas mis en mots, c'est le corps qui sera impacté et il va y avoir une somatisation, justement. Oui, tout à fait. Oui. Non, si nous ne réglons pas nos problèmes de stress, de dépression, de toute façon, on tombe malade. Ça, c'est clair. D'accord. Mais, oui. Pardon, en revanche, quand même, puisqu'on est un peu sur ce sujet-là, sur ceux avec quoi on arrive, enfin, ceux qui nous équipent à la naissance, moi, j'ai quand même lu, enfin, je m'intéresse à la relation parent-enfant, donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus. J'ai lu, par exemple, les bouquins de Guéguen, qui est quand même très clair sur le fait que il peut y avoir de véritables lésions dans le cerveau du petit lorsqu'il est confronté à des situations de maltraitance, voire même de violence. Enfin, moi, je m'occupe de violence éducative, mais pas obligatoirement de gens qui sont très... Et donc, il semblerait qu'il y a quand même des lésions qui sont causées par des événements extérieurs et de gros stress. C'est qu'un bébé qui
qui a le même équipement au départ, 2 bébés qui ont le même équipement au départ, un qui va vivre des situations extrêmement stressantes et l'autre pas, il y en a un des deux qui aura quand même sans doute des difficultés à être plus... Et oui, mais pas forcément au final. Parce que combien de personnes qui ont énormément souffert dans leur enfance, on va parler de résilience, réussissent plus tard et finalement s'attachent plus. Moi, je n'ai pas été particulièrement heureuse dans mon enfance. J'ai fait FISA pour apprendre à... Voilà. Mais parce que c'est vous, mais il y a beaucoup de gens qui... moi, je pense qu'il y a quand même... Enfin, vous avez été vers des choses qui vous ont permis, vous, de travailler sur vous, de vous développer, etc. Mais pour les gens qui n'ont pas cette possibilité-là ou qui n'y arrivent pas, parce que ça existe aussi. Oui, mais ça... Non, mais je le nie pas. Cabinet, on reçoit des gens qui sont quand même, franchement... Je le nie pas, mais les neuroscientifiques vous diront que c'est toujours récupérable. Toujours. Quand il y a une maladie mentale qui s'installe, on peut la stabiliser, mais on guérit pas. Il y a des choses. Écoutez, moi un jour j'ai regardé, je passe une après-midi à regarder une émission sur les entendeurs de voix, une émission sur Arte qui avait duré 2 ans et demi au moins, et à la fin, constat, on peut un peu arranger les choses. Mais on peut guérir personne. Le lendemain, une personne s'installe dans mon fauteuil et je lui dis en quoi puis-je vous aider, et elle me dit j'entends des voix. Mais est-ce que c'est alors entendre les voix c'est une chose, tous ceux qui entendent des voix ne sont pas forcément psychotiques. Non. Voilà. Donc moi je parle des psychotiques, par exemple la schizophrénie on en guérit pas, on la stabilise, la bipolarité pareil, on la stabilise, et souvent justement il y a des histoires derrière, des histoires transgénérationnelles avec un impact sur la génétique. Là, effectivement, on rejoint, mais l'histoire ne peut être dissociée. On se rend compte que, par exemple, dans toutes les problématiques de patients qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, il y a souvent, surtout dans la schizophrénie, des problématiques incestueuses. Donc l'histoire et la génétique, enfin, ça après je respecte votre approche, mais je veux dire, moi, à mon sens, les deux sont liés. Oui, mais ce que disent les neuroscientifiques, c'est que, et c'est pour ça qu'ils ont fait 2 questionnaires, il y a ce qu'on a reçu à naissance et qu'on peut changer toute sa vie. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même chance devant ça, il y a des personnes qui ne sauront jamais, c'est pour ça que j'aime pouvoir transmettre, faire savoir, parce qu'il y a des personnes qui se condamnent en fait elles-mêmes parce qu'elles ne savent pas qu'on peut en sortir. La bipolarité, il y a des endroits aux États-Unis où on la traite avec des oméga 3. Les personnes sortent de la bipolarité. Est-ce qu'elles sont bipolaires parce que parfois on diagnostique, il y a plusieurs types de bipolarité. Mais bien sûr. Je crois que tout ce qui est... Donc toujours est-il que... Ils se sont intéressés à Alors, ça ça. me reviendra pas, parce que C'est rien avec ça. Donc, dans tous les cas, les neuroscientifiques disent que on a notre capacité en tout cas à être heureux et réussir à aller jusqu'au bout de ce que nous voulons, jusqu'au bout de ce que nous voulons faire et de réaliser nos rêves et nos objectifs quels qu'ils soient. Il y a 50% qui dépend effectivement de la génétique qu'on a reçue, mais il y a 40% qui dépend de ce qu'on en fait. C'est épigénétique ça. Et après, il y a l'épigénétique. On sait aujourd'hui qu'on peut changer nos gènes et justement arrêter ce passage de difficultés de génération en génération aujourd'hui si une personne a la chance de pouvoir travailler sur elle pour justement changer ses gènes. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est surtout ces typologies. Et c'est intéressant parce que c'est intéressant de savoir où on va mettre les personnes, comment on va les utiliser, etc. Et où est-ce qu'elles vont être heureuses surtout et vouloir rester dans l'entreprise. Je lis beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise et depuis quelque temps on constate que souvent dans les meilleurs éléments et auxquels en tout cas on tient beaucoup, il y a des personnes qui sont qui donnent de plus en plus d'importance à leur bien-être plus qu'à l'entreprise et qui on n'est plus aussi fidèle à une entreprise, d'où la manne des chasseurs de tête, etc. Donc c'est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui fait le bonheur d'une personne, qu'est-ce qui fait sa nature pour qu'elle puisse vivre cette nature dans un endroit où elle passe les 2 tiers de sa vie, quasiment, et de ses journées en tout cas.
Donc, l'acétylcholine, le créatif, inventif, il a besoin que les choses ont du sens. Dans les gens qui font des burn-out, j'en ai beaucoup qui font un burn-out parce que tout d'un coup, ce qu'ils font, leur travail n'a plus de sens pour eux. Ils comprennent plus rien, ils vont se battre pour essayer de donner du sens, ça n'intéresse personne et du coup, ils partent en burn-out. Alors que le burn-out est plutôt lié généralement à une grande carence en GABA et en sérotonine, mais de plus en plus, on voit des personnes, quand ça n'a plus de sens pour eux, que ça ne correspond plus à leurs valeurs, ils partent en burn-out. Et il y a une grande différence entre dépression et burn-out, hein, bien sûr. Alors, est-ce que le déclencheur, c'est le manque de GABA et de sérotonine, ou est-ce que c'est le manque de sens Alors, c'est... qui crée le burn-out? Alors, dans quel sens? très clair, pour moi, très clairement, si la personne manque de GABA et de sérotonine, ça va être ça d'abord qui va créer le problème. Parce que si elle avait de la sérotonine, la personne, elle revient toujours au positif et elle va chercher à donner du sens à elle. S'il n'y en a pas dans l'entreprise, s'il n'y en a pas dans ce qu'elle fait, elle va en chercher dans sa vie. Ailleurs. Ou alors dans les antidépresseurs aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des manques de sérotonine et qui tombent en dépression et qui en fin de compte vont consulter en disant j'ai perdu ma joie de vivre, nanana. Oui, mais ils ne la retrouveront jamais s'ils ne prennent que des antidépresseurs et que personne ne leur donne de quoi remonter leur dopamine. On est bien d'accord, Ce que je veux dire, c'est que c'est la facilité. Ah oui, c'est la facilité. Oui. Oui, mais je ne suis pas certaine que ce soit la facilité. C'est souvent de la méconnaissance. Je n'ai pas voulu dire ignorance, mais c'est de la méconnaissance. Si les gens savaient que tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, que toute leur vie, ils peuvent le changer, après, c'est d'apprendre comment, je pense qu'ils choisiraient d'aller mieux. Voilà. Et ça se mange, la dopamine. Oui. Merci. De toute façon, quelqu'un va poser cette question. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains nutriments, certains aliments qui profitent à la dopamine, mais pas seulement. La dopamine, elle passe beaucoup par nos yeux. Souvenez-vous, la dopamine, c'est plaisir. Donc, quand vous allez voir une exposition, il y en a une nouvelle à Aix, là, avec Bottero, et bien, le fait d'être scotché, admirative devant le travail d'une personne, vous remontez votre dopamine. Et dans l'assiette aussi, un beau paysage, voilà. Oh là là, j'avais jamais vu des nuages comme ça, qu'est-ce qu'ils sont beaux, je recharge ma dopamine. Ça coûte pas cher. Mais il faut savoir regarder. Oui, il faut savoir goûter, savourer ce que la nature nous donne, etc. Et pas être crispé que sur les problèmes, etc. C'est être mindfulness, en pleine conscience. Mais dans l'assiette, parce que je sais que ça intéresse souvent aussi, pour recharger sa dopamine, il faut manger, Mélissa, arc-en-ciel. Ça, c'est le truc que Mélissa adore et qu'elle a adopté vite. Arc-en-ciel, ça veut dire que c'est mettre beaucoup de couleurs dans l'assiette, pas avoir une assiette monochrome. Et puis des nutriments différents, des saveurs différentes, etc. Rien que ça va recharger votre dopamine. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la carence en dopamine ? Perte d'énergie, plus envie de se lever le matin. Quand on manque de GABA, on est fatigué le matin, c'est pas la même chose. Quand on manque de dopamine, on n'a pas envie de se lever, c'est pas du tout la même chose. Dopamine, pas envie de se lever pour y aller, on a envie de rien faire, on repousse tout, on procrastine, tout ce qui nous enquiquine, on le repousse à plus tard. Les papiers, les démarches, aller parler à quelqu'un, etc. On n'arrive plus à faire, on est noyé dès qu'il faut faire deux choses en même temps, etc. Donc, il va y avoir du stress et tout. Le fait de manger coloré, etc., d'ailleurs, derrière chaque nutriment, chaque légume, etc., il y a ou du zinc, ou du chrome, ou tout ce qui va recharger aussi le corps. Mais regarder du beau, admirer, s'émerveiller, etc., recharge la dopamine. On sait aujourd'hui, justement, on parle de pleine conscience, la méditation de pleine conscience, mais être centré sur ce qu'on est en train de faire, trouver du plaisir. C'est-à-dire, je suis en train de faire ma cuisine, je me régale. De méditation de pleine conscience,
je parlais de faire les choses en conscience. Oui, mais je fais le lien quand même. Voilà, en conscience. Juste quand on est... Voilà, de Ici pas et être maintenant. ici et maintenant. Voilà. Ce que j'allais dire quand vous faites la cuisine, être là-dedans, mais ne pas penser à ce que j'ai eu à faire demain, ce que j'ai à faire, être complètement en conscience dans ce que je fais. Voilà. Mais c'est ce que nous apprennent, j'entendais Frédéric Lenoir, le philosophe, qui racontait ça, c'est ce que nous apprennent justement les bouddhistes et autres qui nous ont appris la méditation de pleine titre, de pleine conscience, etc. Ils nous apprennent ça depuis des millénaires. Les neuroscientifiques peuvent prouver aujourd'hui que quand on est en conscience sur quelque chose, à cet instant-là, nous diffusons à l'intérieur de nous de la dopamine et de la sérotonine, les deux hormones du bonheur et du bien-être et de l'énergie. Donc tout est lié, hein. Voilà. Hein. Il en parle dans son dernier livre d'ailleurs, La joie et le bonheur. Frédéric Lenoir. Oui. J'ai une petite question. Oui. Quel est le lien par rapport à ça avec le cycle hormonal féminin et donc nos baisses de forme, nos baisses de morale c'est pas de la dopamine, tout ce qui est... Généralement, si on manque de GABA, si on manque d'acide gamma-aminobutyrique, on va avoir des syndromes prémenstruels très importants, des règles hyper douloureuses, beaucoup de nervosité, beaucoup d'irritabilité, de l'émotivité, je pleure pour un rien, etc. De la fatigue chronique, des douleurs chroniques. Manque de GABA. Manque de GABA. Comment Alors on va répondre, voilà, ça n'a pas répondu, du coup, comment on les mange? tout ce qui est bleu. Alors, la dopamine c'est donc beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés, etc. Le GABA aussi, très bon pour le GABA, mais au niveau des compléments, c'est surtout les oméga 3 et les vitamines B comme Brigitte, pour le GABA, mais surtout les oméga 3 à haute dose. Oula. Une boisson studieuse. Sérotonine, la sérotonine, des hautes doses de vitamine D, du magnésium, des amandes, du chocolat noir, de la banane, de la dinde et de l'avocat. Banane, avocat, amande, chocolat noir, hein, pas le sucré au lait, et la dinde. J'ai appris que la dinde nous permettait de diffuser du L-tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Le fromage aussi, dans le... on a les deux. Pardon? Dans le fromage, il y a beaucoup de tryptophane. Oui, mais il vaut mieux manger du chèvre et de la brebis. Ah oui, le chèvre. Voilà. D'accord. L'acétylcholine, la carence en acétylcholine, toutes les personnes qui ont fait des régimes et qui ont dit de ne pas manger gras. Notre cerveau a besoin de gras. Notre cerveau a besoin de gras. Donc il faut manger. Alors du gras, c'est du bon gras. Hein. C'est aussi des œufs, le jaune de l'œuf, donc des œufs, de l'avocat, des amandes, toutes les huiles d'olive, les noix, toutes les noix, etc. etc. D'accord. Si on manque d'acétyl, derrière la carence en acétylcholine, il y a l'ostéoporose, l'arthrose, Alzheimer et sclérose en plaques. Juste ça. Donc, il faut manger gras, il faut manger plus gras. Mais du bon gras, hein, pas de la friture, des viennoiseries et compagnie. Voilà. Donc, la sérotonine, c'est la joie de vivre. Avoir quelqu'un qui a beaucoup de sérotonine, ça peut être intéressant dans une équipe, parce que c'est quelqu'un qui va toujours remonter le moral, voir toujours le côté positif des choses. C'est quelqu'un de très équilibré, de positif, bout en train, esprit bricoleur, c'est-à-dire voilà, esprit solution, toujours. Voilà. J'ai marqué que ça peut être un aventurier, parce qu'effectivement, les acétylcholines, les sérotonines, c'est des gens qui aiment beaucoup l'aventure, ça les excite beaucoup, etc. Nos grands voyageurs au long cours ou qui montent l'Everest, etc., c'est souvent des sérotonines dominants, enfin qui ont beaucoup de sérotonine. Ce sont des gens qui sont capables d'être seuls avec eux-mêmes, ils sont heureux avec eux-mêmes, et ils sont aussi heureux avec les autres, mais ils vont débrouiller pour être un peu les bouts en train, mettre la foire, etc., etc. Et on voit bien, la sérotonine, c'est ce qui gère tout notre rapport à l'alimentaire. Donc, je vais avoir ou des anorexiques, ou des personnes qui ont des problèmes de poids, d'obésité, de compulsion, etc. Dès qu'il y a des équilibres de la sérotonine. Parce qu'elles vont chercher à compenser. Elles ont du mal, souvent des personnes
qui s'aiment pas assez ou qui sont pas assez heureuses avec elles-mêmes. Il leur faut toujours quelqu'un. Donc dès que quelque chose leur manque, c'est la cata. Et on compense, et on compense, et on compense, et on compense. D'accord? Alors, donc tout ça, on peut en dire encore et encore. Tout ça permet de repérer donc les potentielles aptitudes, les comportements dans une équipe, dans le personnel, etc. Et surtout d'éviter d'employer à contre-pied des ressources, parce que c'est là qu'on va créer de l'absentéisme, de quelqu'un qui avance plus, qui est démoralisé, qui participe plus, ou qui va tomber malade, ou qui va faire un burn-out. Ensuite, j'ai mis dans les idées, dans ce que ça peut nous apporter, c'est créer des offres d'emploi attractives et ciblées. Là, j'ai travaillé beaucoup avec AGFIP, Free Solutions, Cap Énergie, etc. Parce qu'ils constataient qu'ils passaient, bien évidemment, beaucoup d'offres d'emploi pour embaucher des handicapés, pour ne pas avoir à payer les peines, etc., les amendes. Et puis, pas de réponse. Pas d'intérêt visiblement, etc. Quand j'ai vu et que j'ai lu surtout les annonces, c'est sûr que ce n'était pas très très attractif. Donc quand on cherche quelqu'un à un poste et qu'on connaît tout ça, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Et du coup, on va utiliser des mots dans l'annonce qui vont rendre attractif. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi. Une équipe chaleureuse vous attend. Voilà, ça va intéresser. Le GABA, il va courir là. Parce que lui, c'est le cœur. C'est le cœur et c'est le social. Avez-vous des idées? C'est pour nous. Hop, c'est l'acétylcholine qui va vouloir venir, etc. etc. D'accord? Et puis, donc, détecter les profils à risque de burn-out. C'est quand même un sacré problème. D'accord? Et jusqu'ici, il y avait surtout une accumulation de carences en GABA et sérotonine. Mais de plus en plus, moi, je vois ça aussi. D'accord? Alors, dans la population, il y a 17% de la population qui, à la naissance, a un acétylcholine qui est dominant. C'est le stock le plus important. 17% de la population mondiale. C'est pas beaucoup quand on voit 17%. La dopamine, non. Comment le sait-on? Alors, il y a des... alors, en France, il y a très peu, en tout cas par des prises de sang, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ou dans des endroits très très rares. Donc, il y a des personnes, moi j'ai un bilan que j'ai repris, donc des neurobiologistes qui va déterminer ça par le questionnement. Puisqu'on sait, on n'a pas besoin de prise de sang, puisqu'on sait qu'une personne qui manque d'acétylcholine, elle se comporte comme ça, comme ça, comme ça. Posez-lui des questions et vous inversez et vous savez qu'elle manque d'acétylcholine. Ce qui est impressionnant, c'est que les résultats sont d'une précision stupéfiante. Et même moi, maintenant, je demande juste les chiffres totaux. Quand la personne a fait le questionnaire, qui fait 8 pages quand même, je demande juste les chiffres totaux. Ça me suffit. J'ai même plus besoin de voir les réponses, etc. Parce que rien qu'avec les chiffres, les quotas, etc., je peux faire un profil très, très précis à la personne. Voilà. Donc ça, c'est les choses... Par exemple, quand on va dans les entreprises pour former un DRH ou le médecin du travail, etc., ou l'assistante sociale, ou le directeur, le responsable, le chef d'entreprise, eh bien, on les forme à détecter ça. On les forme à utiliser ou ce genre de questionnaire, l'adapter, parce que je sais qu'on ne peut pas poser n'importe quelle question à ses employés, hein, il y a des règles. Et ça va lui permettre de savoir, déjà, rien qu'à l'embauche, quelle typologie il y a derrière. Et l'Institut de neurocognitivisme nous a concocté un autre outil très très performant aussi, pour savoir ce que la personne a dans le ventre, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a envie de faire, ce dans quoi elle va bien se défoncer et être heureuse. Oui, et comment, donc, pour être bien équilibré, stable, etc., il y a des pourcentages, il y a des quotas, oui, on va dire... Oui. Qu'on connaît, ou est-ce qu'il faut avoir de tout à peu près? Alors, c'est intéressant, c'est bien sûr, il faut avoir un petit peu de tout, sachant que c'est le GABA qui est vraiment au-dessus de toute la pile des neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est notre anxiolytique, notre calmant, etc. Donc c'est vraiment l'anti-stress, mais c'est surtout lui qui assure la continuité, la régularité de toute cette activité chimique, biologique, etc. dans notre corps. Donc si le GABA,
va plus, rien ne va plus dessous. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Ah oui, donc Mais c'est le- ce qui intéresse le neurobiologiste, quoi. voilà. C'est la clé de Oui, voûte. ah oui, oui. Ce qui intéresse le neurobiologiste, c'est l'équilibre, c'est le rapport, C'est ça, l'équilibre. votre fil. Voilà. Hein. Donc, une personne qui a, je sais pas, une dopamine, une acétylcholine correcte, sérotonine, mais qui manque beaucoup de GABA, voilà, c'est le rapport entre les chiffres. Oui, parce que est-ce qu'on peut dire qu'on a trop de sérotonine, par exemple, Oui. ou trop de dopamine, Oui. alors que Oui. on arrête Moi, de je dire suis que- apparemment née avec trop d'acétylcholine. D'accord. Je suis en excès. Je suis un peu D'accord. excessive d'ailleurs. Et comment on peut dire que vous êtes en excès alors que quelqu'un de très créatif, je veux dire, aujourd'hui on le recherche les créatifs de plus en plus. Non, alors, Il y a des il symptômes. a, dans ses calculs, on fait des calculs, on obtient des résultats. Et un chiffre qu'il a déterminé qui est 35, à partir de 35, c'est le chiffre qui ressort du total des résultats. À partir de 35, c'est que la personne est en excès dans son neurotransmetteur. Je parle à la naissance. Hein. Et donc, ça donne Et donc, aussi, qu'est-ce qui du se passe? coup, des symptômes. Ces qualités deviennent des défauts qui se retournent contre elles. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on devient excessif. Exactement. Donc l'acétylcholine, il est empathique, il est généreux, il est confiant, il a beaucoup de curiosité, il aime tout ce qui est nouveau. Il est très enthousiaste. Voilà, toujours. Donc il est partant pour n'importe quelle aventure. Donc quand il est en excès, il est partant pour n'importe quelle aventure, ça veut dire qu'il ne réfléchit pas. Et en ordre général, il se prend des raclées dans la vie parce qu'il a fait trop confiance, il a porté trop ses espoirs. Donc régulièrement, il retombe du 50e étage. C'est ça. Le GABA, quelqu'un qui a trop, ce qui est très très fréquent, beaucoup trop de GABA. Merci beaucoup. Je suis désolée. On vous racontera, j'espère, quelqu'un. Oui, Vous reviendrez. Voilà. À une autre. Merci, Bonne au revoir. soirée. Trop de GABA, ça arrive très fréquemment. Je suis sûre que vous en connaissez autour de vous. Une personne GABA, pareil, le cœur, le social, je me soucie des autres, j'aide les autres, je rends service à tout le monde, je suis Mère Teresa, hein, c'est à peu près ça. Mais une personne qui a trop de GABA, elle s'occupe tellement des autres qu'elle s'en oublie complètement. Et alors elle va se vider. Alors elle, la fameuse brûlure interne du burn-out, elle est vraiment prédisposée à ça. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est une forme de masochisme. Pas forcément, non. C'est pas, non. Ce sont des personnes, enfin moi dans ma clientèle, ce sont surtout des personnes qui donnent, qui sont heureuses de donner, mais qui ont oublié complètement de... Est-ce que c'est un jeu à somme nulle, entre guillemets? C'est-à-dire que si on a trop de GABA, on n'a forcément pas assez de sérotonine ou d'autres choses? Non, Ou est-ce que... ça n'a pas de rapport. D'accord. Non. Pas un jeu à somme nulle, enfin, on a beaucoup de quelque chose et Non. normalement, entre guillemets... Non, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas constaté, en tout cas, depuis toutes les années que je fais ça, de rapport entre du trop et du pas assez, parce que ça touche des domaines, des qualités, des critères de la personne qui sont très différents. Mais il y a des combinaisons qui produisent de l'effet, puis des combinaisons, même quand on a trop de... par exemple, trop d'acétylcholine, trop de GABA, c'est une personne qui va souvent, oui, se faire avoir et voilà, certaines peuvent devenir masochistes, mais voilà, c'est pas le cas le plus fréquent que j'ai rencontré, mais en revanche, elles s'oublient complètement. Il faut vraiment tout recommencer, tout leur apprendre, à s'accorder du temps, s'accorder de la bienveillance, etc. Donc voilà, donc c'est l'équilibre, une fois de plus. Okay. Et puis il y a une deuxième partie de questionnaire qui lui va identifier quelles sont les carences à un moment donné, au moment où la personne répond. Et ces carences n'ont pas forcément à voir avec ça. Elles peuvent être totalement différentes. Les carences sont dues à la pollution, aux perturbateurs endocriniens, à comment la personne est exposée ou pas, et à l'alimentation. L'alimentation notamment des jeunes aujourd'hui qui mangent des cochonneries, elle est catastrophique. Donc voilà. Martine, je vous ai coupé tout à l'heure quand vous aviez évoqué les pourcentages de la population. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous présenter Alors, acétylcholine, 17%, dopamine, 17%, sérotonine, 17%. Donc 3 fois 17 chez moi, ça fait 51. Donc ça fait 49 à 50 de GABA. Ça, c'est la population la plus générale, la plus grande. Les personnes soucieuses des autres, tant mieux. Qui partagent, qui sont sociales. Ça, c'est à la naissance, hein, vous avez dit. À la naissance.
Dans le monde, c'est des études au niveau... Donc ça veut dire que ce sont des gens qui naissent. Combien? Donc 17% de la population mondiale a beaucoup naît avec un gros fort taux de dopamine et c'est du coup sa nature dominante. Voilà. Ensuite, 17% idem pour l'acétylcholine. Et pareil pour la sérotonine. Et 49, 50% c'est GABA. avec un fort taux De GABA. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des personnes voilà, généreuses, empathiques, etc. C'est ça. Organisées. Alors ça, dans le monde de l'entreprise, c'est la personne à qui vous pouvez donner et c'est la personne sur qui vous pouvez compter parce qu'elle veut voilà, faire bien les choses, etc. Mais ça risque d'être une des personnes qui va stresser le plus vite. Parce qu'elle est à l'aise, elle est à l'aise dans ce qu'elle connaît. Alors elle est vraiment dans le connu maîtrisé. Dès que vous lui demandez quelque chose qui sort de ce qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, elle est en panique. Cerveau gauche. Cerveau gauche. Je sors un peu du cadre là. Oui. Au niveau de l'acétylcholine, merci. Est-ce que le trop d'acétylcholine, on pourrait dire que les enfants atteints de TDAH, enfin les hyperactifs, etc. Oui, les zèbres et tout. Oui. Voilà. Oui. Ok. Oui. Oui. Et il y en a de plus en plus. Moi, je suis prête à parier que ce chiffre de 17% va augmenter. Il y a plusieurs théories pour les hyperactifs. Souvent, la clé, alors après, c'est toujours des approches, mais la clé, c'est souvent dans une dépression parentale. Il y a quelque chose là, au niveau des parents, que l'enfant devient un symptôme, mais il est toujours un symptôme des parents. Et ce qu'il y a de catastrophique, c'est de voir des enfants qu'on dope. Ça, c'est... Oui. Ils sont surdoués. Mais en fait, non mais on va donner, on va droguer, on va leur donner. Oui, ça c'est aberrant. Avec les effets secondaires que ça peut avoir. Alors que par une thérapie, et l'enfant est toujours les symptômes des parents. Alors, j'ai voulu vous lister tout un tas d'entreprises qui sont ouvertes à l'approche neurocognitiviste, c'est-à-dire justement à tout ce qu'on vient d'expliquer. Vous qui allez être avec Pierre, vous l'embrasserez de notre part. Ce sont donc tout un tas d'entreprises dans lesquelles ils sont intervenus, des entreprises qui leur ont fait confiance pour aller justement être formés, former le personnel, ouvrir l'entreprise et le personnel à tout ça. Voilà. Puis là, moi j'ai mis pour ma part dans ces dernières années, les entreprises où je suis intervenue de façon différente, ou en coaching d'un dirigeant, ou en coaching d'équipe, ou en formation, diverses et variées, soit sur le stress, ce qu'on appelle gestion du stress, je déteste ce mot gestion, mais un mot, gérer son stress, là, quand vous entendez gérer son stress, notre cerveau, il a appris à l'école que gérer, ça veut dire faire fructifier, organiser, etc. Donc dire gérer son stress, en plus quand on dit son, on se le réassocie. Donc ça, c'est pas bon du tout. J'ai toujours pas répondu à la pause derrière, tout au fond. Est-ce qu'il y a des différences à la naissance entre les garçons et les filles? Non, pas que je sache, c'est pas noté, non, pas particulièrement. Non. Récemment, j'ai une dame, quand j'ai vu son bilan, elle avait à la naissance un excès en dopamine, mais un chiffre faramineux que j'avais rarement vu. Et je lui dis, vous ne conduisez pas comme une folle par hasard? Elle me dit si, et je vais m'acheter un bolide en plus. Un bolide. C'est marrant. Voilà. Parce que l'excès de dopamine fait que la personne, elle est en recherche d'émotions fortes, se mettre en sensation forte, risque, etc. Parce qu'elle a besoin de tout ça. On peut tout à fait avoir reçu beaucoup de dopamine ou beaucoup de GABA à la naissance et être carencé aujourd'hui en GABA. Une fois de plus, ça n'a rien à voir. Ça, c'est dû à notre alimentation, à la pollution, aux perturbateurs, etc. Ce que vous dites, en fait, cette dame, vous l'avez nommée comme si vous l'aviez eue à la naissance. C'est là où je ne comprends pas. C'est que quelque part, au fur et à mesure de sa vie, effectivement, des événements, etc., elle a pu modifier. On modifie a priori les pourcentages. Alors, non, parce que le questionnaire est fait de telle sorte qu'il pose dans une première partie à la personne la question
par nature, dans votre personnalité générale, est-ce que vous vous comportez comme ci, comme ça, dans telle situation? Donc ça va identifier ce qu'elle a reçu à naissance et qui a sculpté sa personnalité générale. Même si elle vit un événement qui, oui. par exemple un burn-out, qui fait que quelque part, elle n'est plus... oui, parce que justement, par exemple, burn-out, ça va être souvent carence en GABA et en sérotonine. Ça peut tout à fait être une personne qui a reçu beaucoup de GABA, beaucoup de sérotonine, un super stock à la naissance, mais pour des raisons alimentaires, pour d'autres, ou d'exposition à des pollutions plus qu'une autre personne, tout ça, ça s'est vidé, ou trop de stress. Parce qu'on a vu tout à l'heure que mon GABA est diffusé ici. Je vis un événement traumatisant, vite il diffuse son calmant. D'accord? Il m'arrive ça, mais aujourd'hui, nous avons de multiples raisons d'être stressés. Donc il va y avoir diffusion du GABA. Donc à un moment donné, cette personne qui avait énormément de GABA et qui justement s'exposait beaucoup à aider, à réparer les problèmes, à machin, etc., sauf qu'elle se liait elle, eh bien elle peut être tout d'un coup complètement carencée en GABA. Donc en fait, elle va se retrouver carencée, très carencée dans sa nature. Et c'est là que ça fait très très mal. C'est là que ça fait des dégâts, et souvent des dégâts de santé. Là, c'est le cardio qui souffre, et c'est les intestins émotionnels. Donc la personne va avoir des dyspepsies, des cholopathies, un hélicobactère, des problèmes tout un tas de problèmes intestinaux, des douleurs, elle va passer diarrhée à constipation, etc. Dès qu'il y aura la moindre contrariété. C'est cet intestin. Ça, c'est la sérotonine. GABA, c'est vraiment le cardio et les intestins. Mais c'est aussi les douleurs chroniques, la fatigue chronique. La sérotonine, c'est tout le système immunitaire. Donc toutes les maladies auto-immunes, mais aussi les allergies, les tendinites. Parce qu'une tendinite, en fait, elle vient souvent d'une infection parodontale, par exemple. Il suffit d'avoir une infection quelque part, ça crée une inflammation, et du coup, ça va créer une tendinite quelque part dans le corps. Mais si je viens faire votre test, oui. Sur une période de ma vie où j'ai une difficulté émotionnelle très forte, oui. Forcément que le test sera lié à cette situation émotionnelle et que 2 ans avant, je n'aurais pas du tout répondu ça. J'aurais peut-être été une battante. Non, pas tel qu'est fait le test. Pas tel qu'est fait le test. Non, pas tel qu'est fait le test. Non. Forcément, si vous faites faire le test qui est entièrement la réponse n'est pas du tout la même que avant où il était le champion du monde. Oui, mais moi je vais voir avec ce qu'il a reçu à la naissance, je vais me dire, oula, ça c'est une personne, voilà. Et dans la deuxième partie qui explique comment elle se sent, alors oui, depuis quelque temps, comment elle est en ce moment, elle est fatiguée, etc. Je vais voir des résultats. Mais cette personne, elle était exposée si elle avait ou trop ou pas assez de GABA déjà à la naissance. C'est juste que quand on remplit le questionnaire, j'imagine que si on est dans une période de sa vie où c'est très très compliqué, on ne se voit peut-être pas tel qu'on est par nature. Oui, je comprends la question. Mais en fait, à l'expérience, il y a quand même une espèce de modérateur grâce à la façon dont les questions sont posées. Mais certes, on va dire à la personne, effectivement, je vois bien que ça va être compliqué pour vous parce que vous avez le GABA dans les chaussettes, vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus supporter tout ça. Vous ne pouvez plus, il n'y a plus rien qui peut vous aider. Et dans votre approche, comment vous expliquez les gens qui sont très agressifs, par exemple? Alors, ça dépend quelle forme d'agressivité. Un dopamine en excès peut être justement agressif parce qu'il aime bien dominer, il aime les trucs un peu violents, etc. Mais c'est beaucoup la carence en GABA qui crée de la colère, de l'irritabilité, de la violence verbale, de la nervosité, de l'irritabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tac-tac comme ça, avec son salamé dans des états épouvantables, et elle va exploser parce qu'elle tient plus, elle n'a plus de calmant à l'intérieur. Et les pervers, comment vous les cataloguerez? Alors, les pervers narcissiques, alors c'est un sujet qui est très, sur lequel j'aimerais beaucoup approfondir, parce que les personnes qui viennent me voir, c'est souvent des personnes victimes de pervers narcissiques. Et les victimes de pervers narcissiques, ce sont invariablement des personnes qui ont manqué de sérotonine depuis la naissance. C'est invariable. À tous les coups, je tombe juste. À tous les coups. Je n'ai jamais eu d'exception. Eh bien, à force, parce qu'elles viennent me raconter comment se comporte le pervers narcissique,
Et en fait, mon analyse, c'est que les pervers narcissiques aussi sont des carencés en sérotonine. Voilà. Mais un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, enfin vous le savez très bien, mais peut-être pour les autres, c'est tout le monde. Une personne avec beaucoup d'acétylcholine, ou beaucoup de dopamine, ou beaucoup de GABA peut être un pervers. Ça traverse toutes les couches, toutes les structures, etc. C'est une personne qui vit, c'est comment on dit, un vampire psychologique. C'est quelqu'un qui vit, qui se nourrit des émotions des autres. Parce qu'il est vide. Lui-même est vide. Parce qu'il se sent vide. Voilà. Parce qu'il se sent vide. Et en fait, souvent dans l'enfance, c'est quelqu'un dont les parents ne sont pas beaucoup occupés, mais ils ont beaucoup compensé avec des biens, des cadeaux, des machins. Et du coup, il a un manque d'émotions, etc. Il va passer sa vie à chercher à avoir des émotions, mais du coup, il va les avoir en provoquant chez l'autre. Moi, une fois, un des premiers cas que j'ai eu, c'était une personne qui était victime du pervers narcissique, qui était en l'occurrence son mari, mais alors d'une force inouïe, d'autant plus que le mari avait énormément d'argent, donc énormément de moyens, donc détective, machin, enfin elle était pistée partout, filtrée partout, etc. Elle vivait un enfer, et je me souviens que je me faisais superviser à l'époque par un psychologue clinicien. Il m'avait dit arrêtez tout de suite, dites-lui de ne pas l'aider, personne n'est plus fort qu'un pervers narcissique. Je lui ai dit vous m'avez dit exactement ce que je voulais entendre, je suis une personne de défi, je vous promets que j'y arriverai, j'y suis arrivée. Ça a été compliqué, mais ça a été quand je lui ai dit vous voulez qu'il arrête, il faut que vous ne montriez plus d'émotion. Donc du coup, imaginaire, donc je lui ai dit trouvez-moi un personnage qui est toujours, se protège de tout, est invincible, etc. Alors elle avait choisi Catwoman. Elle m'avait dit, une balle la traverse, elle fait pas mal, d'un truc, elle saute par-dessus le toit, elle disparaît dans un mur, etc. Donc rien ne l'atteint. Donc avec l'hypnose, je lui avais dit, vous êtes Catwoman. Et en fait, je lui ai dit, il n'y a que comme ça. Si à un moment donné, vous ne réagissez plus du tout à rien, à aucune réflexion, à aucune brimade, à aucune, etc., à rien, même pour quand il essaye de vous faire plaisir, un magnifique bouquet, rien, vous êtes impassible, il va perdre ses moyens. Vous allez lui retirer sa raison de fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Et du coup, ils sont restés ensemble ? Non. Non. Elle arrivait pas. Non. C'était invivable, c'était un fou. Et donc, en fait, non, je lui dis, il va perdre les moyens, il va faire une faute. Je sais pas pourquoi, il va faire une erreur. J'avais ça, etc. Et effectivement, une fois, elle rentrait dans leur chambre, ce sont des Parisiens, et il prenait sa douche dans la salle de bain qui était ensuite. Et elle était venue chercher des draps dans la commode, et il y avait son téléphone portable, les premiers iPhones. Quand vous receviez un SMS, le SMS, le texte apparaissait. Et là, elle s'est aperçue, qu'il avait une maîtresse. En fait, il avait vidé les comptes de sa femme et de ses enfants pour offrir un appartement à sa maîtresse. Et donc c'était un message, elle a eu le réflexe, elle l'a pris en photo, elle l'a tenu, tribunal, etc. Elle a obtenu gain de cause. Elle a obtenu le divorce. Voilà, et l'interdiction de l'approcher surtout. Donc voilà. Donc en fait, moralité, il a été chercher de l'émotion ailleurs. Oui. Ils ont besoin. Oui. De toute façon, elles n'arrêtent pas. Vous remarquerez, si on revient au monde de l'entreprise. C'est pour ça, c'est quelque chose, je sais pas, moi je trouve ça qui est beaucoup à la mode, on va partout, les émissions, les bouquins, mais c'est vrai que... Les personnes dans une entreprise, si on revient au monde de l'entreprise, les personnes qui souffrent de harcèlement parce qu'il y a ou un chef d'équipe, un cadre, ou une secrétaire, n'importe qui les harcèle, alors là c'est féminin ou masculin, on a tendance à croire que c'est les hommes, c'est pas du tout. Moi j'ai eu un monsieur, mais une baraque comme ça, avec des tablettes supérieures comme ça. Ça faisait 3 fois qu'il tombait sur des femmes perverses narcissiques. La dernière, en l'occurrence, elle l'enfermait chez lui. Elle attendait qu'il dorme, elle lui piquait les clés de la voiture, le téléphone portable, les clés de la maison, et elle l'enfermait. Il fallait qu'il défonce la porte pour sortir chez lui travailler. Donc ça existe aussi chez les femmes. Et donc, dans l'entreprise, la personne qui va être victime d'un pervers narcissique, ça sera toujours le meilleur élément de l'entreprise. Parce qu'un pervers narcissique, il ne va pas aller embêter un je m'en foutiste. Donc il cherche les personnes qui sont en recherche d'excellence
Et c'est là, il les a. Il les a. Et il va trouver toujours le moyen. Voilà, donc vous voyez... Oui. Ça pourrait, mais ça ne se fait pas tellement en France. Ce qui est étonnant, ça doit être possible, puisque pour la carence en dopamine, elle crée des pertes de contrôle à tous les niveaux. Des pertes de contrôle des pulsions, donc compulsion, addiction, etc. Les fabricants de tabac savent très bien ça, d'ailleurs. Ils savent qu'une personne qui fume est une personne qui est compulsive, qui est addicte à la cigarette. Donc, c'est qu'elle manque de dopamine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans le tabac du cadmium, qui est un métal lourd, extrêmement dangereux pour le cerveau, mais qui a la propriété de détruire la dopamine. Et ils mettent aussi du sucre. Dans toutes les cigarettes, il y a du sucre, parce que le sucre est plus addictif, même que la cocaïne. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu quand je vous disais que c'était juste une petite fenêtre, un éclairage, parce que c'est tellement vaste qu'on peut partir dans tous les sens, dans tous les domaines, pour revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que entreprise ou pas entreprise, de toute façon, voilà, connaître tout ça permet de savoir comment un être humain peut devenir mieux, se sentir mieux, avoir plus d'aisance, plus, etc. Comment on peut l'aider à se sentir mieux, et du coup, ça profitera à tout le monde, à l'équipe, à l'entreprise, etc. Mais le manque, par exemple, un manque d'acétylcholine, ou un manque, et peut-être avec un manque de sérotonine, peut gêner aussi un chef d'entreprise qui ne va pas oser. Qui ne va pas oser prendre des risques, etc., parce qu'il lui manque l'acétylcholine. L'acétylcholine, il n'a pas peur de l'échec parce qu'il sait qu'il va rebondir toujours. La sérotonine, il est aventurier. Donc vous voyez, ça peut faire qu'une entreprise se développe ou vite ou avance tout doucement parce que la personne, elle reste, justement, si par exemple elle a beaucoup de GABA, elle va rester dans ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise, etc. C'est là que c'est dangereux parce que le monde tourne plus vite. Reconstituer un bon niveau. Oui. Oui. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est... Ça va prendre quelques mois. C'est une question de mois. Pardon? Par la voie de complément Alors, il y a... Comment on remonte pour les neurobiologistes, il va falloir traiter le corps et le mental en même temps. Donc, le corps, c'est l'alimentation. Donc oui, on a vu qu'il y a des aliments qui profitent. Par exemple, l'acétylcholine, c'est tout ce qui est vert. L'avocat, les salades, les courgettes, les brocolis, tout ce qui est vert. D'accord? Et puis tous les AGPI, donc toutes les noix, amandes, huile d'olive, les avocats, etc. Donc on voit bien que chaque neurotransmetteur a ses aliments préférés, qui le nourrissent. Okay? Donc l'alimentation. Avoir une alimentation colorée. Et surtout, ne pas toucher à l'alimentation industrielle. Elle est remplie de conservateurs, de perturbateurs endocriniens. Et le pire de tous, c'est le fameux E621, c'est le glutamate. Ah oui, le glutamate. Voilà. Il y en a tellement partout du glutamate. J'ai vu une émission, on pense que bientôt, c'est un exhausteur de goût, ça donne un goût particulier. Et dans certains chimistes, spécialistes, pensent qu'il y a tout un tas de contrées ou de pays où un enfant ou un adulte, un ado ou un adulte n'est même plus capable de faire différence entre la viande, un goût de viande et un goût de poisson, parce que tellement il y a de glutamate dans les aliments. Parce que son cerveau enregistre le goût du glutamate. Oui, en Asie. Et oui. Et oui. Ben oui. Mais peut-être qu'il compense par beaucoup de fruits, de légumes aussi. Hein. Donc, vous avez dit qu'il fallait traiter le corps et le mental. Alors, le corps, c'est l'alimentation. Donc, le neurobiologiste dit, si la carence est mineure avec l'alimentation, ça va suffire, la personne remet un peu d'ordre là-dedans et elle va remonter. Dès que la carence est dite modérée, d'après le diagnostic, c'est plus suffisant, il va lui falloir des compléments nutritionnels, qui sont à l'homme ce que l'engrais est à la plante. C'est-à-dire c'est un concentré d'oligoéléments, de sels minéraux qu'on ne trouve plus dans la nourriture. Il n'y a plus rien dans notre nourriture. Moi, j'ai un gendre, le fils de mon compagnon qui me livre, il livre des paniers bio.
il me livre à mon cabinet le panier bio tous les jeudis. Dans le bio, il n'y a plus grand-chose non plus. Il y a peut-être moins de pesticides ou pas de pesticides, mais on a tellement tiré sur la terre que de toute façon, voilà, la pomme, elle a 400 ou 600 fois moins de propriétés que dans le temps. Dans le temps, d'ailleurs, mes grands-parents disaient, il y avait cet adage qui disait une pomme chaque jour éloigne le médecin. An apple a day takes the doctor away. Pas Charlie Chaplin, Winston Churchill avait dit à condition de viser juste. Ça éloigne le médecin. Donc voilà, donc des compléments nutritionnels. Donc là, il faut faire le tri dans tout ce qu'il y a. Ne touchez pas à tout ce qui vient des États-Unis, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont devenus des grands malades des germes. Donc tous les compléments, ils les passent au ion et au rayon. Donc vous achetez du vin. Donc Solgar, par exemple, très très bonne marque dans le temps. La boîte noire et or, il n'y a plus rien dedans. Il y a une boîte bio, comment ça s'appelle, Marcel et Fils, Marcel et Fils, ils ont dit qu'ils allaient retirer Solgar de leurs produits. Donc des bons compléments nutritionnels. Pardon? Il y a quoi comme marque que vous connaissez? Moi je travaille avec un labo qui s'appelle Anastor. Anastor, qui a des... Mais pour toutes ces infos, vous me mettez un petit message, je vous répondrai. Alors vous êtes nombreuses, je ne pourrais peut-être pas le faire vite, mais voilà. Pardon, dans les produits, voilà. Eux, c'est un labo français, mais qui fabrique en grande partie en Espagne. Mais ils ont des produits, j'ai tout comparé, même avec des grandes marques. Nutergia est une excellente marque, on trouve en pharmacie. C'est très propre, tout vient de la mer, c'est bio, etc. Mais quand je compare avec les produits Anastor, qui vont être aussi propres, bio, etc., il y a un écart de 2 à 4 fois la concentration. Donc, en faveur d'Anastor. Oui. C'est toujours plus dosé. Solbia, très bien. Solbia, très bien. Alors Solbia, c'est devenu vraiment... eux, ils travaillent avec des médecins qui leur disent qu'ils sont notamment dans l'anti-âge, l'anti-vieillissement, comme Thierry... comment il s'appelle ce médecin... bref, belge. C'est lui qui s'occupe de toutes nos stars françaises, là. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. Donc Solgar travaille beaucoup. Voilà, c'est les médecins qui disent on aimerait bien que vous nous concoctiez un truc voilà, pour anti-vieillissement, anti-ceci, pour la peau, pour etc. Donc Solbia travaille beaucoup comme ça. Mais il y a certains produits, par exemple, quand une personne manque vraiment beaucoup de dopamine, ils ont du mucuna pruriens que n'a pas Anastor. C'est un des rares produits, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Le poids mascate. Le poids mascate, oui. J'avais lu un très long... Moi, je suis assez fanade. Oui, parce que derrière la carence en dopamine, il faut quand même savoir qu'il y a tous les problèmes de thyroïdie et tous les problèmes d'obésité, de diabète. Déjà, à minima, sans parler de la maladie de Parkinson. C'est la carence en dopamine. Oui, ça a été redécouvert. Oui, tout à fait. Mais même Anastor travaille beaucoup avec des produits de la médecine ayurvédique, comme l'ashwagandha, les racines de kudzu, anti-compulsion, anti-sevrage de tabac, d'alcool. Du coup, le corps, ok. Et le mental? Alors, mais sur le corps, j'ai pas fini. Respiration, donc cohérence cardiaque, sport, exercice physique, marcher à minima, d'accord. Donc voilà. Et puis se faire plaisir, avoir des activités ludiques, etc. Aller voir des belles choses, des beaux musées, etc. Et puis il y a ceux qui aiment faire de la musique, etc. Tout ça, c'est pour le corps. Pour le mental, c'est vraiment beaucoup d'exercices, d'abord d'exercices de pensée positive. Donc là, avec le neurocoaching, on a vraiment des outils très puissants qui travaillent. Là, on n'a pas besoin d'hypnose quand la personne elle est résistante à ça. On va travailler des outils qui reprogramment l'inconscient de la personne, mais par des exercices conversationnels qui sont très, très, très puissants. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que la personne, elle revienne à du positif, elle revienne à des objectifs,
qu'elle se crée, qu'elle remplisse sa vie, de tout ça. Ça, c'est très, très important. Il faut créer des moteurs à l'intérieur. Et ensuite, dans les activités, toutes les activités qui sont à la fois anti-stress et qui recentrent le cerveau. Recentrer le cerveau, ça veut dire qu'elles utilisent à la fois l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et là, il nous cite l'auto-hypnose et la méditation. Donc tout type de méditation, on est d'accord, que ce soit la pleine conscience ou la méditation. Oui. En fait, moi je suis très large là-dessus. Il y a des personnes, ils parlent du yoga aussi, mais moi j'ai essayé le yoga, ça marche pas du tout. En revanche, on me dit 3 mots et je suis ou en méditation ou en hypnose. Donc chacun trouve, il y a quelque chose qui résonne, qui lui fait du bien, etc. Mais c'est très important. Ce qui est important surtout, c'est que la personne, ce qu'ils veulent, c'est que la personne après, parce qu'ils disent ça, c'est à faire au quotidien, c'est-à-dire pratiquer chaque jour de sa vie, pas une fois de temps en temps, et surtout pas quand ça va mal, c'est trop tard. Mais en fait, l'idée pour moi, c'est surtout que la personne arrive chaque jour à trouver un moment pour elle, où elle se met entre parenthèses. J'utilise beaucoup cette expression dans mon travail, se mettre entre parenthèses. Je dis, d'un côté de vous, il y a cette parenthèse avant laquelle il y a tout ce que vous avez fait depuis ce matin, ce que vous avez pensé, organisé, etc. D'accord. C'est de l'autre côté de la parenthèse, vous êtes là. De l'autre côté de la parenthèse, voilà, le cours de la journée va reprendre quand vous serez sorti de cet exercice. Arrêtez-vous, stop. Centrez-vous sur vous-même, sur vos rêves, ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur votre respiration, ce que vous voulez, mais arrêtez. Il faut absolument reposer le cerveau. Est-ce qu'il y a des moments plus propices dans la journée? Alors, les personnes qui méditent, qui apprennent à méditer, qui méditent toutes seules, elles aiment bien le faire le matin. Moi, souvent, je sais que les personnes ne vont pas y arriver toutes seules, je leur enregistre une méditation guidée, un peu classique, etc. Je glisse des petits messages dedans. Donc là, je leur dis, écoutez-le quand vous voulez. Parce que là, elle est guidée, c'est quelqu'un qui... Ça nous rappelle le livre de notre enfance. Voilà, puis on n'a pas besoin de faire 1 heure et demie. Non. Voilà une chose intéressante à savoir. Une chose intéressante. Un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Exactement. Dire, j'ai pas fait 1 heure. Exactement. Une autre chose à savoir tout à l'heure, donc il est là, hein, hémisphère gauche, hémisphère droit. Hémisphère gauche utilise 0,2% de l'énergie de notre cerveau. Et pourtant, il nous emmerde bien. Et l'hémisphère droit, 99,8. Donc ça veut dire déjà qu'on a tout intérêt à faire copain-copain avec notre inconscient, avec notre capacité à rêver, à imaginer, à notre intuition, nos intuitions, etc. Et notre sagesse intérieure, et notre inconscient, etc. Okay. On a vu que l'hémisphère gauche, il est pris par le temps. Hémisphère droit, on est hors temps, hors espace. D'accord ? Donc, quand je suis en auto-hypnose, où je suis bien partie dans ma méditation, je suis dans mon hémisphère droit. Je ne suis plus dans la conscience de ce qui se passe autour de moi. Les enfants ne touchaient pas à ça. Non, je suis complètement. Donc je suis dans mon hémisphère droit. Je suis hors temps, hors espace. Que j'y reste 2 minutes 12 ou 3 quarts d'heure, c'est pareil pour le cerveau. C'est pareil. Donc il n'est pas besoin de faire 36 000 choses. Enfin, je veux dire, se bloquer un temps fou. Les gens disent, j'ai pas le temps. Non, d'abord, c'est je ne prends pas le temps. C'est pas j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps. Et voilà. Moi, je me souviens d'une fois, une jeune femme qui était venue, qui était en plein burn-out, qui avait 2 petites filles de, je sais plus, 4 ans, 6 ans, etc. Quand je lui dis, ça serait bien que vous fassiez au moins 5 minutes de cohérence cardiaque par jour. Oh, elle me dit, mais c'est impossible. Je dis, pourquoi impossible? Elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ma vie. Je vais aux toilettes, j'ai à peine fermé la porte, j'ai les filles qui me... Mais je lui dis, mais comment vous pouvez vivre comme ça? Mais comment? Donc en fait, cette femme, elle n'en pouvait plus, mais elle laissait tout faire. Je dis non. Là, il faut vraiment, si vous voulez vous en sortir, il faut apprendre à dire... mais elle me dit, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Moi, je me lèverais, vous voulez entrer, vous entrez, je ferme la porte. Voilà, vous leur faites ça une fois, mais elles ne recommenceront pas. Il faut arrêter quand même. Voilà, ça c'est typiquement une personne en excès de GABA. Donc, il faut faire plaisir aux autres, il faut ceci. Elle oublie complètement qu'elle a des besoins. Elle a des besoins. Nous avons tous des besoins vitaux, le sommeil, le repos, la respiration, une alimentation saine, etc. Et j'oublie. Je trouverai beaucoup la parenthèse si on parle d'alimentation saine, voilà. Si vous avez encore des questions, merci beaucoup à poser à Martine. Merci beaucoup Martine. Merci.
Merci Mélissa. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup intéressée. Oui.